En termes de structure de ce webinaire, si vous le voulez bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager avec nous dans le chat qui est à votre disposition et ensuite nous essaierons de les relayer le plus efficacement possible avec Monsieur Attali. Voilà. Donc, encore une fois, merci à chacune et chacun d'entre vous d'être avec nous. Nous espérons que vous et vos proches sont également en bonne santé à ce jour. Et Thierry, je te donne la parole. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, Jacques Attali est conseiller d'État, maître de conférence à l'École polytechnique, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et à l'École des ponts et chaussées, conseiller spécial de François Mitterrand de 1980 à 1991, puis fondateur et premier président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en 1991. En 1987, il a présidé la commission de réforme de l'enseignement supérieur et en 2008, la commission pour la libération de la croissance française, dit commission Attali. Il dirige actuellement le groupe Positive Planète et le groupe Attali et Associés. Il a publié plus de 80 essais, biographies et romans, dont notamment Comment nous protéger des prochaines crises, fin 2008, sujet qui paraît tout à fait à propos aujourd'hui. Bonjour Monsieur Attali et ravi de vous avoir parmi nous. Bonjour, d'abord je m'excuse d'avoir dû décaler d'une heure notre conversation et j'ai mis un arrière-fond de plage où je ne me trouve pas, mais juste pour le plaisir de notre conversation un peu plus légère. Je vous laisse commencer. Vous voulez que je commence sans question particulière? Oui, on va essayer d'organiser cette discussion autour de 6 thèmes principaux. Pour commencer, quel est, à votre avis, le coût économique de cette crise volontaire et les mesures indispensables pour faire redémarrer l'économie mondiale? D'abord, évidemment, ça changera de pays à pays, mais globalement, je n'ai pas changé de pronostic depuis début mars. Début mars, je disais que c'était la plus grave crise depuis les années 30. En effet, comme vous l'avez dit, c'est une crise volontaire où on a confiné 4 milliards de personnes, jamais imaginable et jamais vu. On va revenir sur fallait-il, faut comment le faire. Mais même si demain matin, cette crise s'arrête parce que tout le monde se déconfine sans coût particulier, sans redémarrage de l'épidémie, ou si l'épidémie s'arrête, ou si on trouve un vaccin, un médicament, on a déjà dans la boîte une crise économique majeure parce que le -10, il est déjà là. On pourra peut-être réduire, si ça s'arrêtait tout de suite, à -7. -7 à l'échelle de l'économie mondiale, c'est gigantesque. C'est beaucoup plus que la crise de 2008. Et si le malheur veut que cette crise ne s'arrête pas là, ça sera beaucoup plus. Je rappelle que si on fait -10 et que si l'année prochaine on fait +5, à la fin de 2021, on sera seulement 94 par rapport à 2019, par le simple jeu de l'arithmétique. Et que si on fait -10, il faudra 4-5 ans pour rejoindre le niveau de -3 ans pour rejoindre le niveau de 2019. Donc c'est une crise extrêmement grave qui a des conséquences énormes en termes de chômage, en termes d'aggravation des conditions sociales, de faim aussi. Alors, comment on a géré cette crise un peu partout dans le monde? On a commencé par ne pas vouloir la voir. Non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ensuite, on a dit on va retourner au même, ça va revenir. Et ensuite, on a dit on va se donner de l'argent, on va mettre de l'argent au maximum partout pour que ça revienne au même. Et donc, on a mis de l'argent des banques centrales, de l'argent des gouvernements, ce qui fait qu'on a déjà, encore une fois, même si la crise s'arrête, augmenté la dette publique de 10 points de PIB, certains pays 15 points de PIB, aux États-Unis, ça sera peut-être 20 points de PIB, qui sont les choses qui sont dans la boîte et qui font que la dette publique et privée aura augmenté d'une façon massive. Ça, ce serait des héritages qu'on aura, quoi qu'il arrive, de cette crise. Il faudra trouver une façon de gérer. Les pays qui s'en sont mieux tirés, ce sont les pays qui avaient une connaissance de cette pandémie parce qu'ils avaient vécu antérieurement et qui ont été démocratiques. La Chine, qui n'était pas démocratique, mais qui avait une connaissance, a caché ça, y compris à sa propre population, ce qui a aggravé la crise en Chine, puisque la Chine savait qu'il y avait une pandémie quand ils ont laissé se développer un banquet de 40 000 personnes à Wuhan, pour ne pas le dire. Mais la crise chinoise, l'épidémie est sûrement beaucoup, beaucoup plus grave qu'ils ne le disent encore aujourd'hui. Les pays démocratiques d'Asie qui avaient une expérience de la
pandémie, qui sont essentiellement la Corée du Sud, le Taïwan, Hong Kong, Singapour, le Vietnam, dans d'autres conditions, ont su beaucoup mieux gérer et s'en tirent relativement bien pour l'instant, puisque, à l'exception de Taïwan, du Vietnam qui a une autre technique, la technique a été le moins de confinement possible, mais des masques à la place du confinement, des tests et traquer les familles de ceux qui sont testés positifs pour les isoler. Avec ces trois mécanismes, on a réussi, en particulier en Corée du Sud, qui pour moi est le meilleur exemple, à faire que la situation soit à peu près normale aujourd'hui, sous réserve de ce que la Corée du Sud étant extrêmement dépendante de l'économie mondiale, elle ne peut pas être en situation normale. Mais enfin, en Corée du Sud, il n'y a plus que les écoles qui sont fermées, qui sont d'ailleurs, et le reste fonctionne à peu près correctement. Je pense qu'aucun pays ne peut s'en sortir sans avoir ses moyens, des masques, des tests et des moyens de traquer, sans aussi avoir les moyens d'aplatir la courbe assez pour qu'on ait les moyens de soigner. Et la principale raison pour qu'en Europe et aux États-Unis, moins aux États-Unis, comme vous savez mieux que moi, qu'en Europe, on a décidé d'aplatir la courbe, c'est-à-dire de confiner pour que l'épidémie soit la plus grave possible, ce n'est pas pour soigner. On a décidé de confiner parce qu'on avait peur de ne pas avoir assez de respirateurs et de lits d'urgence pour ne pas avoir à choisir entre les malades qu'on pourrait recevoir. Et on l'a fait avec un certain succès relatif, puisqu'en fait, on a quand même négligé et oublié là où ils sont, beaucoup de gens dans les maisons de retraite, les plus pauvres, etc. Ce qui fait que on a fait non pas des choix explicites comme on aurait dû le faire et comme on avait d'ailleurs commencé à le faire quelques jours en Italie, mais on a fait quand même des choix implicites où les plus pauvres ou les plus isolés ou les moins reconnus sont morts sans avoir de soins. Peu de gens ont été sortis des maisons de retraite en Grande-Bretagne, en France, en Italie, pour être envoyés dans des lits d'urgence. Enfin, cette phase est passée alors que partout dans les pays développés, mis à part encore une fois les pays d'Asie, on n'a ni masque, ni test, ni en quantité suffisante, ni lit d'urgence, mis à part l'exemple de l'Allemagne qui est moins probant qu'il ne l'avait dit au début, parce que les chiffres sont complètement faux. Ni moyen de traquer de façon générale. Ça vient, et donc, avec les jours qui passent, on a davantage de moyens, et donc, on se trouve dans une situation d'une gestion qui commence à être à peu près correcte. On peut peut-être sortir des confinements si on a des masques, puisque tout prouve que les masques, c'est mieux que le confinement, même en termes de sécurité, à condition que tout le monde ait un masque, puisque le masque protège les autres et ne vous protège pas vous-même. Il faut bien se souvenir, le masque ne vous protège pas, il protège les autres. Il faut que tout le monde ait un masque pour ça ait du sens. Mais si tout le monde a un masque et si on a des tests, des respirateurs et le personnel médical, il faut encore avoir aussi le personnel médical. Et aux États-Unis, c'est aussi un gros problème que de l'avoir. Je rappelle qu'il y a 180 000 infirmières aux États-Unis qui viennent des Philippines et que il y a des batailles énormes pour avoir du personnel médical venant de l'étranger un peu partout à travers le monde. Donc, pour ma part, je crois que la situation reste extrêmement grave, en particulier dans les pays qui ne font pas tout ça, et en particulier les États-Unis, qui vont certainement avoir, au moins en proportion de leur propre population, un nombre de morts, sous réserve de ce que la maladie s'arrête d'elle-même, c'est ce qui est toujours possible. Entre 150 et 200 000 morts cette année de cette maladie, et avec une pulsion de vie américaine qui est très forte, qui pourrait conduire à faire redémarrer une économie, mais avec une chute antérieure considérable. Quels sont les secteurs qui vont avoir le plus de mal? Évidemment, c'est des secteurs dont on ne voit pas très bien comment ils pourraient redémarrer, puisqu'ils sont des secteurs qui supposent la foule, soit pour produire, soit pour consommer. Alors, quels sont les secteurs qui supposent la foule pour produire? C'est les usines qui peuvent remarcher si on met en place des règles de sécurité, mais le plus difficile, c'est ceux qui exigent la foule pour consommer. Les magasins, on peut à peu près trouver une solution, mais on ne trouvera pas une solution pour les avions, on ne trouvera pas une solution pour les hôtels, en tout cas pas facilement.
les restaurants et tout un certain nombre de choses qui ne trouveront pas facilement à redémarrer. Donc là, on se trouve en situation d'avoir ou à prendre le risque ou à créer les conditions de le faire changer. Beaucoup, c'est aussi vrai dans l'industrie du tourisme, l'industrie du spectacle, évidemment le spectacle vivant, des casinos au théâtre, en passant par l'ensemble des activités sportives qui, elles aussi, sont concernées, qui sont au tapis pour longtemps, sauf à imaginer de nouveaux changements. Donc, voilà où on en est. Je pense pour ma part que c'est une crise qui supposerait, pour être dépassée, quelque chose que j'espérais voir venir aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, mais qui n'est pas venu. C'est-à-dire se mettre en économie de guerre. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont une grande expérience de l'économie de guerre, parce qu'ils ont fait la guerre il y a malheureusement sans doute trop longtemps. Et l'économie de guerre américaine avait, dans les années 40, très bien réussi à convertir l'économie vers ce qui était nécessaire pour faire la guerre. Moi, dès le début du mois de mars, je dis il faut passer en économie de guerre, il faut que les entreprises automobiles produisent des masques, que les entreprises de toute nature produisent des respirateurs, des tests, que l'ensemble des chercheurs de tous les domaines, quel que soit leur domaine, se mettent à chercher dans les domaines dont nous avons besoin. Alors, c'est fait d'une façon homéopathique, décentralisée par le marché. Il y a aux États-Unis même des entreprises françaises, je pense à une entreprise qui est basée à Houston, je crois, qui est Engie, qui travaille avec Ford et General Motors pour produire des respirateurs et même fabriquer des hôpitaux de campagne. Mais on peut en trouver d'autres exemples où des gens fabriquent des masques d'une façon ou d'une autre. Mais il n'y a pas eu une mobilisation en économie de guerre. Et à mon avis, c'est la seule façon de faire, surtout quand on a beaucoup de retard, comme les États-Unis et l'Europe. Alors, le denial, le déni de réalité par le président américain, l'absence de volonté de le faire, le fait aussi que l'armée américaine s'est montrée en situation d'échec, on l'a bien vu avec la gestion du porte-avions, montre que cette mobilisation en économie de guerre autour des secteurs clés. Pardon, je dois répondre. Excusez-moi, oui, je suis en ligne. La mobilisation autour d'une économie de guerre n'a pas eu lieu. N'a pas eu lieu non plus en Grande-Bretagne, où les choses se sont révélées tout aussi catastrophiques par le déni du Premier ministre et de l'ensemble de la société. Mais aujourd'hui, il y a progressivement cette prise de conscience. Est-ce qu'elle viendra aux États-Unis? Je n'en sais rien. Mais il est très difficile d'imaginer que l'économie mondiale redémarre si en même temps l'économie américaine ne redémarre pas, parce que l'économie américaine, c'est quand même un des 3 ou 4 moteurs clés de l'économie mondiale, c'est 25% du PIB mondial. La Chine, ce n'est que 14% du PIB mondial, c'est beaucoup, mais ça ne peut pas faire redémarrer l'économie mondiale, même si la Chine redémarre. Puis la Chine, s'il n'a pas de clients et de fournisseurs, elle ne peut pas redémarrer. Et l'Europe elle-même aura du mal à redémarrer toute seule. Donc, tout dépend de ce qui va se passer aux États-Unis. Si les États-Unis tardent à repartir, plus les États-Unis tardent à repartir, plus la crise mondiale sera grande, avec des risques considérables de protectionnisme, de totalitarisme, d'isolement des uns et des autres. Je passe sous silence le grand mystère de ce qui va se passer dans la partie du sud du monde, qui n'est pas important, si je peux le dire cyniquement, d'un point de vue économique, parce que l'Afrique, ça n'est que 3% du PIB mondial, mais qui est évidemment essentiel en termes de population. 1,5 milliard de personnes en Afrique. Si le virus démarrait, ce qui n'est pas encore le cas, semble-t-il, la conséquence en termes de mortalité serait immense. De même en Amérique latine, où en effet, mis à part quelques exemples qui sont inquiétants, mais pas encore déployés, le virus n'a pas encore explosé. Et en Asie, en Inde non plus, il n'a pas explosé, alors qu'il y aurait de très bonnes raisons d'imaginer qu'il explose en raison de l'impossibilité du confinement, malgré toutes les tentatives qui y sont faites. Donc on a aussi devant nous ce risque d'une explosion de la pandémie dans le sud du monde, qui naturellement, même si on confine, même s'il n'y a pas d'avion, etc., ne sera pas sans réaction sur l'Occident. Voilà, donc je ne suis pas optimiste sur le court terme. Je pense que si un pays comme les États-Unis se met en économie de guerre demain matin, si l'Europe en fait autant en disant je me mets en économie de guerre, ça peut marcher. Et pour ma part, je plaide depuis 2 mois pour que l'économie de guerre soit centrée sur ce que j'appelle l'économie de la vie.
Pour moi, l'économie de la vie, ce sont les secteurs qui sont nécessaires pour combattre la pandémie, mais plus largement, qui sont ceux dont on aura besoin pour faire redémarrer l'économie demain. Alors, ces secteurs sont les suivants pour moi. La santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, la distribution, l'enseignement, la recherche, le digital, l'énergie propre, on pourra parler du pétrole tout à l'heure, la sécurité, l'information, la démocratie, le système bancaire, le système assurantiel et évidemment la création artistique qui est essentielle aussi à ce que j'appelle la vie depuis tout à l'heure. Ça, ce sont les secteurs clés auxquels, bien sûr, j'ajouterai le transport et la distribution et tout ce qui concerne la logistique qui en est la clé. Ne sont pas dans les secteurs clés l'aviation, la chimie, l'automobile, le pétrole, les énergies carbonées, une grande partie du secteur touristique et une grande partie du secteur au sens large de la restauration, etc. Même si la restauration peut se rattacher à l'alimentation. Pour ces secteurs, une grande partie d'entre eux peuvent se réorienter. On peut imaginer un spectacle vivant qui trouve une façon de se rémunérer par le digital. Il y a aujourd'hui beaucoup d'expériences qui commencent pour transmettre en direct d'une façon rémunérée, non seulement par la télévision, le spectacle vivant et le spectacle sportif, avec une réorganisation complète de la chaîne de valeur entre le spectacle lui-même et les diffuseurs. Il y a la même chose qu'on peut imaginer pour les restaurants, pour l'ensemble d'un certain nombre d'activités, et pas forcément seulement au service des plus grands. Il est vrai que la distance, c'est une banalité que je vais dire là, favorise les grands du digital. Les GAFA sont les grands vainqueurs. C'est pour ça que le Nasdaq est au plus haut aujourd'hui, parce que c'est le digital qui s'y trouve. Mais les petits peuvent y trouver aussi une place. Les petits, au sens de petites entreprises, qui sauront développer des technologies ou des services spécifiques. On en a beaucoup en Europe, on en a beaucoup en Afrique, il y en a sûrement énormément aussi aux États-Unis, qui développent soit des technologies de conversation, de télémédecine, de télééducation, de services de proximité ou à distance. Tout ça ouvre des perspectives dans tous ces secteurs d'économie de la vie, soit en logistique, soit en digital, qui sont à mon avis tout à fait gigantesques. Tout à fait gigantesques. Mais ça irait beaucoup plus vite si on avait quelque part des présidents ou des gouvernements qui se mettaient en économie de guerre, et on y est. À ma grande surprise, j'avoue que je m'y attendais absolument pas du tout. On est encore dans une sidération du genre, vous savez, il y a deux phrases de la vie politique française classique, qui est celle que disait un homme politique français de la 4e République: il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Eh bien, c'est exactement ça, la conduite actuelle des dirigeants politiques. Il n'est pas de problème, ce qu'on peut appeler aussi la procrastination. Alors bien sûr, ça finit par résoudre. Même dans la mentalité américaine, c'est toujours l'idée que quand la caravane quand la diligence est attaquée par les Indiens, il y a la cavalerie qui finit par arriver. Elle finit pas toujours, elle n'arrive pas toujours. Ça ne se passe pas toujours comme dans les films de John Ford. Aujourd'hui, vous en avez parlé, il y a beaucoup de mesures de relance qui ont été initiées, qui vont rajouter une dette massive au PIB de chaque pays, entre 10 à 20% aux États-Unis par exemple. Quel est, à votre avis, l'impact économique que ça va créer pour les générations futures? Est-ce qu'on est en train d'essayer de résoudre un problème aujourd'hui qui pourra avoir un impact en 30, 40, 50 ans? Ou est-ce qu'accumuler de la dette, finalement, ça n'a pas d'importance D'abord, si on veut qu'il y ait des générations futures, il faut qu'on survive. Sinon, il n'y en aura pas. Donc, comme là, c'est une question de vie ou de mort, on ne peut pas faire autrement. Deuxièmement, il faut savoir ce qu'on fait de cette dette. Si cette dette consiste à porter à bout de bras des entreprises qui sont moribondes, c'est absurde. Porter à bout de bras, je le dis clairement, porter à bout de bras Boeing, Renault, Airbus, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre une croix sur ces entreprises, mais il faut les pousser à se réorienter, à faire progressivement autre chose. Mais il faut comprendre qu'on ne produira plus autant d'avions et c'est illusoire et criminel de leur faire croire. Je ne dis pas qu'il faut couper les crédits tout de suite, mais il faut les réorienter vers les secteurs de la vie. L'exemple de la relation entre Engie et General Motors montre qu'on peut le faire. Donc, c'est criminel de faire de la dette pour ne faire que soutenir à bout de bras des gens qui n'ont pas d'avenir. En tout cas, pas d'avenir avant un certain temps. Par contre, si c'est s'endetter pour développer l'économie de la vie, c'est très bien. Si c'est s'endetter pour développer la recherche,
l'éducation à distance, la santé, les besoins en matière de santé, les besoins en matière d'hygiène sont gigantesques, tant à l'échelle du monde. Et il y a des financements mondiaux qui peuvent financer l'hygiène de l'Afrique, l'hygiène de l'Asie. Si cette crise a commencé, mis à part l'hypothèse à laquelle je n'ai aucun avis, selon lequel elle aurait démarré dans un laboratoire, mais en dehors de cette hypothèse, elle a démarré dans un marché, donc c'est un problème d'hygiène. Et si la Chine avait eu une hygiène de ces marchés identique à celle qu'on a en France avec Rungis, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc les besoins en matière d'hygiène sont gigantesques. Donc si la dette publique nationale et internationale sert à ça, et Dieu sait qu'il y a des problèmes d'hygiène aux États-Unis, Dieu sait qu'il y a des problèmes de logistique. Ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir même une grave crise alimentaire aux États-Unis par défaut, non pas de nourriture, parce que la nourriture est abondante, mais par défaut logistique de transmission et d'arrivée dans les villes. Là, c'est criminel. Et si la dette publique sert à investir dans ces secteurs, elle vaut la peine. On peut parler un petit peu des mesures prises aujourd'hui et l'impact qu'il y aura sur les inégalités sociales et quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir combattre ces inégalités sociales entre des investissements faits dans des très gros groupes et moins pour les petites PME et l'écart qui se crée entre les deux. Quand on regarde, je publie un petit livre dans 3 semaines sur tout ça et j'ai essayé de faire le point sur l'histoire des pandémies. Et quand on regarde les pandémies passées, on s'aperçoit qu'il y en a 2 sortes. Il y a des pandémies que le pouvoir politique, que les puissants, les riches et le pouvoir politique arrivent à surmonter. Et dans ce cas-là, il en sort plus riche et plus puissant. Et puis, il y a les pandémies qui sont tellement graves que le pouvoir politique est emporté, qui meurt aussi. Hein, beaucoup de chefs d'État qui meurent dans des pandémies. Dans ce cas-là, c'est vraiment un niveleur des égalités, des niveaux de vie, et on passe à un autre monde. Je pense que cette pandémie est plutôt de la première catégorie. Ça veut dire que les suivantes ne sont pas de la deuxième. Donc, je pense que c'est une pandémie qui va aggraver les écarts. Les plus riches seront plus riches, les plus pauvres seront plus pauvres. Et même, on le voit bien, le confinement de ceux qui nous écoutent ici, j'imagine, n'est pas, je l'espère, désagréable. Mais si tant est que vous êtes confinés, je ne sais pas, parce que beaucoup d'Américains, de gens aux États-Unis ne le sont pas. Mais le confinement de la plupart des 4 milliards d'êtres humains est épouvantable et extrêmement difficile à vivre et aggravateur des inégalités. Je dirais même que le mode de vie d'après la crise, s'il y a un après-crise, il est favorable aux riches. Les maisons à la campagne, les voyages low cost qui seront plus difficiles ou souvent interdits, les campings qui vont devenir impossibles. Enfin, tout ce qui n'est pas cher va redevenir cher. Donc, une grande partie des modes de vie du low cost va être impossible. Et donc, on va avoir une extrême aggravation des inégalités entre ceux qui sont capables de se payer des choses et ceux qui ne seront pas. Qui sera d'ailleurs, qu'on ne pourra compenser qu'en disant il faut que tout le monde consacre une part beaucoup plus importante de son revenu qui aujourd'hui est entre 50 et 60% aux industries de la vie, payer plus cher sa nourriture qui soit bonne, payer plus cher ses distractions qui soient bonnes, mais ne pas renouveler sa voiture, ne pas changer 40 fois de vêtements. Les industries de textile ne sont pas, pour moi, dans l'industrie de la vie. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut devenir frugaux pour développer les industries de la vie qui correspondent d'ailleurs à l'essentiel de cette crise, parce que cette crise, si on veut revenir à l'essentiel, c'est d'abord la redécouverte que nous sommes mortels. Toutes nos sociétés font tout pour oublier que nous sommes mortels. Et on ne voit plus la mort, sauf qu'on la voit dans les spectacles, les films, mais on ne la voit plus en réalité, on ne voit plus les morts du tout. Et on ne voit la mort que dans les accidents ou les attentats dans lesquels on la voit en boucle. Mais la mort quotidienne, on ne la voit pas, au point que quand il y a quelques milliers, dizaines de milliers, peut-être 100 000 morts ou 1 million de morts mondialement sur une pandémie, ça devient l'obsession unique. Ça nous fait redécouvrir que nous sommes mortels et donc que la clé, c'est que nous avons une très faible partie, que nous vivons très peu sur cette terre, qu'il ne dépend que de nous, que le temps très bref qu'on y passe soit le meilleur possible, et qu'il faut vraiment profiter de cette période de confinement pour se dire, est-ce que j'utilise mon temps très bref sur la terre de la meilleure façon possible ? Est-ce que moi, j'ai envie de faire du vignoble ? Et c'est la raison pour laquelle je suis né. Est-ce que moi, j'ai envie de faire de l'hôtellerie ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle je suis né ? Est-ce que je n'ai pas une autre raison de passer mon temps sur la terre que de faire ça ? Si on arrive à se poser ce genre de questions,
Il y a beaucoup de choses qu'on achète, qu'on consomme, qu'on accumule, qui perdent tout sens et qui nous ramènent à véritablement une économie non pas d'austérité ou de purement éthique, mais beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus signifiante. Comment est-ce que vous voyez la réorganisation de cette économie de survie dont on parle à une économie de la vie? Est-ce que ça va être dirigé par des pouvoirs politiques? Est-ce que ça va être fait organiquement parce qu'on n'a pas le choix? Comment est-ce que vous voyez cette transition J'aurais espéré que les pouvoirs politiques s'en mêlent, parce que quand les pouvoirs politiques s'en mêlent, ça gagne du temps. C'est pour ça que je parlais de l'économie de la guerre. L'économie de guerre, ça permet de gagner du temps. L'économie de guerre, c'est l'économie qui ne compte pas, qui ne fait pas de comptabilité, qui fonce, et puis on verra après. Qu'en 1914, on n'a pas compté l'argent nécessaire pour. Et en 1939, aux États-Unis, on n'a pas compté l'argent en Grande-Bretagne, puis en 1941 aux États-Unis pour faire des armes. On se moquait du coup, on le faisait. Donc le pouvoir politique permet de gagner du temps. Euh, Quand c'est les marchés qui le font, ou quand c'est les initiatives individuelles, c'est formidable, mais c'est beaucoup plus lent. Prenez par exemple l'exemple de la recherche médicale. Il y a une extraordinaire accélération de l'intelligence collective depuis 2 mois, où les gens se mettent en réseau, cherchent, etc. C'est bien. Mais s'il y avait une incitation publique du genre de la DARPA, je suppose que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que la DARPA aux États-Unis, qui est le grand moteur de la recherche fondamentale autour des besoins de l'armement, mais aussi plus largement de l'industrie américaine. S'il y avait une DARPA, ou si on avait mis la DARPA dessus, peut-être d'ailleurs que la DARPA s'en occupe, mais ce n'est pas visible, on aurait eu une accélération extraordinaire. Donc, je pense que c'est trop tard, que l'idéologie américaine est telle, en tout cas jusqu'à février prochain, janvier prochain, pour que cela change. On n'aura pas d'économie de guerre, et c'est les marchés ou les initiatives intelligentes. C'est pas si mal, mais c'est plus lent. On a une question de Théophile qui suggérait est-ce qu'on peut transformer la Banque européenne d'investissement en une banque du climat? Est-ce que c'est souhaitable? C'est un tout autre sujet. Si vous parlez de la Banque européenne d'investissement, la BEI, ça devrait être une banque des industries de la vie. Le climat n'étant encore une fois qu'une des dimensions de la vie. C'est très important. Hein. Les industries de la vie permettent d'améliorer le climat. La crise actuelle n'améliore pas le climat. Il faut bien voir, beaucoup de gens disaient qu'il fallait une décroissance pour améliorer le climat. On voit bien, on a une décroissance et ça n'améliore pas le climat de façon très marginale, alors que le coût économique est absolument gigantesque. Donc il faut réorienter. Donc pour moi, c'est très important le climat. Je suis un des premiers partisans de ça, mais ce n'est pas le seul problème. Il y aura d'autres pandémies qui sont des problèmes. Il y a les inégalités sociales qui sont des problèmes. Pour moi, je parle souvent, et c'est la fonction de la fondation que je préside depuis 20 ans, qui travaille dans ce qu'on appelle l'économie positive. Nous cherchons à développer les entreprises qui travaillent dans l'intérêt des générations futures. Être positif, c'est travailler dans l'intérêt des générations futures. Et on travaille dans l'intérêt des générations futures si on travaille sur l'environnement, le climat, mais aussi sur la justice sociale, mais aussi sur une bonne gouvernance et aussi sur une durabilité économique. S'il n'y a pas de durabilité économique, il ne peut pas y avoir on ne travaille pas dans l'intérêt des générations futures. Donc, une entreprise qui est positive travaille dans ces 4 dimensions, sociale, économique, écologique et en termes de gouvernance. D'ailleurs, nous mesurons d'ailleurs la positivité des entreprises, des fonds d'investissement, et on pourrait imaginer que la BEI devienne une banque positive qui travaille dans toutes ces dimensions. Mais si c'est pour améliorer le climat pour les riches, ça ne suffira pas. Aujourd'hui, on est en phase de déconfinement déjà au Texas depuis la fin de la semaine dernière. Les restaurants ont ouvert. En France, on y arrive dans les prochaines semaines. Est-ce que vous avez peur d'une rechute économique? Je ne suis pas médecin et dans cette période, je n'ai voulu ni critiquer les gouvernements ni donner un avis médical. Tout ça, c'est du café du commerce, ça ne m'appartient pas. Je dis simplement, quand on regarde des expériences, les seuls pays qui ont marché, c'est ceux qui ont été capables de déconfiner parce qu'ils avaient des masques, des tests et des moyens de traquer. Si vous avez des masques, des tests et des moyens de traquer, c'est-à-dire d'isoler ceux qui ont été traqués comme ayant fréquenté des gens qui sont malades, oui. Sinon, vous payez le prix en termes de vie. Si vous êtes prêt à payer le prix, c'est votre affaire. En Europe, on déconfine parce que la chute économique est gigantesque, mais on déconfine aussi parce qu'on commence vaguement, avec beaucoup de retard, à avoir les masques, les tests et les moyens de traquer. Et parce qu'on a compris que les masques, mais il faut beaucoup de masques, hein, il faut des milliards de masques, des milliards de masques, je veux dire même 1000 milliards de masques. C'est gigantesque qu'il en faut. C'est pour ça que
l'économie de guerre eût été née. Et c'est des grands marchés, parce que c'est des choses que les gens sont prêts à payer, les masques. Je ne comprends pas pourquoi pas plus de gens se sont mis à produire des masques tout de suite. Il y a un pays qui l'a fait, le Maroc. Le Maroc, qui ne produisait pas de masques, a mis toute son industrie textile au travail pour produire des masques. Moralité, maintenant, ils exportent les masques. Ils sont des grands exportateurs de masques en un mois. C'est un exemple très intéressant. Le pays qui a su profiter des marchés nouveaux qui étaient en train de surgir. Quel est l'obstacle, à votre avis, majeur pour passer dans une économie de guerre? Est-ce que, au sein de l'Union européenne, par exemple, est-ce que c'est un manque de consensus au sein des pays européens? Aux États-Unis, est-ce que c'est un manque de volonté politique? Pourquoi on est confronté au même problème. On s'aperçoit qu'aux États-Unis, le pouvoir fédéral, quand il veut être faible, il est vraiment faible. Et que là, les gouverneurs font ce qu'ils veulent, le président dit des trucs et personne ne l'écoute, ou en tout cas c'est discuté et pas appliqué, sauf par les gouverneurs blue ou red selon leur couleur. Et en Europe, c'est un peu pareil. Mais en Europe, c'est pas si mal. On a une banque centrale qui agit bien. Je suis un peu inquiet de la décision de la Cour suprême allemande. C'est une autre question. Le Conseil européen a pris des décisions très positives. Imaginez, il a quand même fait un programme de 100 milliards de soutien aux chômeurs. C'était une décision que jamais il aurait pris avant. Il a mis 500 milliards sur la table pour développer les entreprises. On parle de 1500 milliards de plus qui vont être décidés, je pense, pendant l'été ou avant la fin de l'été. Donc, c'est pas si mal, l'Europe. Alors, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'il y a quand même des forces divergentes très fortes? La décision de la Cour suprême allemande donne le sentiment que chacun peut faire ce qu'il veut dans son coin. Les Tchèques ont fait ce qu'ils veulent, les Hongrois ont fait ce qu'ils veulent, les Polonais font ce qu'ils veulent, ce qui donne le sentiment aussi qu'en termes de démocratie, on n'est pas sorti de l'affaire. Un peu partout, les gouvernements font ce qu'ils veulent en ne respectant pas vraiment les règles de la démocratie. On prend des décisions, y compris en France d'ailleurs, mais un peu partout en Europe et aux États-Unis, qui sont prises avec une légèreté extrême, avec un accord un peu à la sauvette des parlements qui engagent les libertés publiques. Je ne dis pas que je suis contre les décisions qui sont prises, mais en termes de procédure démocratique, c'est quand même limite. Plus que limite. Et donc, ça peut ensuite entraîner une morcellisation de l'Europe et du reste du monde en petits États autoritaires. Il y a d'ailleurs tout un discours qui commence à courir sur le thème, regardez, quels sont les pays qui s'en tirent le mieux? Ben, c'est ceux que j'ai nommés. Corée, le Vietnam est un cas à part. Corée, Taïwan, Singapour, Hong Kong, Nouvelle-Zélande. Petits pays isolés. Laissez-nous faire, on sera isolés, on sera mieux tout seul. Il y a un discours, je crois faux, parce que c'est ensemble qu'on va s'en sortir. La pandémie traverse les frontières. Une petite question sur le rôle de la Fondation Positive Planète, dont vous êtes le fondateur. Quel rôle est-ce que vous souhaitez jouer dans la création et la promotion d'une économie positive au sein de cette crise, et quelles seront les mesures prises à la suite de cette pandémie? Nous travaillons beaucoup et nous serons ravis d'ailleurs de vous avoir, vous, les uns et les autres. Je vous donne mon adresse mail en passant, c'est j@atali.com. L'adresse de la fondation, c'est positiveplanète, sans e à planète.ngo. Si vous voulez aller regarder ce qu'on fait, on travaille à la fois pour aider au soutien des entrepreneurs les plus fragiles en Afrique, au Moyen-Orient et en France, dans les quartiers, et on travaille à aider les entreprises développer, à devenir plus positives, c'est-à-dire à travailler dans l'intérêt des générations futures. On les conseille, on mesure la positivité des entreprises et des États, et idéalement, notre réussite serait de convaincre des pays, des fonds d'investissement, à ne faire d'investissement qu'après avoir mesuré que cet investissement était positif. Voilà ce à quoi nous travaillons. Voilà ce que je voudrais. Une économie de guerre positive, c'est ça qui est notre motivation. Monsieur Attali, nous voulons vous remercier beaucoup de votre temps. Comme nous en parlions, vous êtes venu vous-même à Houston, notamment dans le cadre du G7. Oui, j'ai eu la chance de venir à Houston, mais il y a très longtemps. C'était il y a presque 30 ans, je crois que c'était en 91, 90 ou 91, je ne sais plus. Absolument, en 90 pour le G7. 90 pour le G7. Donc j'ai eu la chance de venir dans cette ville qui a évidemment changé depuis 30 ans, puisque ça fait exactement 30 ans. C'était le président Bush père qui était là, et c'était un sommet très, 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 très intéressant sur la fin de l'Union soviétique et les grands enjeux. On n'a pas parlé du pétrole, mais on en parlera un autre jour. Je pense que comme toujours dans les grandes crises, le pétrole est au cœur des choses. Là, c'est une industrie qui va être
une fois de plus un grand enjeu géopolitique. Je pense que il n'y a pas on ne peut pas imaginer qu'on retourne à 80 $ comme j'ai vu sur certaines casquettes qu'on distribue à Houston. Je ne pense pas qu'on retournera à 80 $ assez vite, sauf dans des hypothèses guerrières ou avec un peu de conspirationniste, on peut imaginer que certains le souhaitent, mais je ne pense pas qu'on en arrivera là. En tout cas, je crois qu'il est plus urgent, comme certains pays sont en train de le faire, certains pays pétroliers, de préparer l'après-pétrole et de convertir l'économie. Évidemment, c'est difficile quand on gagne très bien sa vie avec quelque chose de le faire. Mais il ne faut jamais oublier l'exemple espagnol. L'Espagne était une très grande puissance au XVe siècle. Et à partir du moment où on a trouvé de l'or au Pérou et que l'Espagne a ramené de l'or au Pérou, l'Espagne a tout perdu. Parce qu'elle avait une ressource garantie et elle est devenue paresseuse, elle n'a plus rien fait et elle est morte. C'est ce qui peut arriver avec ceux qui dépendent d'une ressource qui peut être moins utile dans l'avenir. Effectivement, ce serait une conversation fascinante qu'on pourra avoir parce ce sera très intéressant d'avoir plus d'informations sur votre vision du post-pétrole. D'échanger avec vous parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'experts de ce secteur et je suis sûr que j'aurai énormément à apprendre de beaucoup d'entre vous là-dessus. Écoutez, on a beaucoup d'experts aussi sur ce call, donc je suis sûr qu'ils auront apprécié vos mots. Monsieur Je vous ai donné mon adresse mail j@attali.com, en particulier sur le pétrole et sur la Fondation Positive Planète, où je serai ravi d'avoir votre aide aux États-Unis. Nous sommes un peu à New York, mais je serai ravi d'avoir votre aide au sud. Échangeons. À bientôt, mes amis. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Attali, de votre temps. Ce fut un privilège pour nous et un honneur. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir rejoints. Merci Thierry d'avoir animé ce webinaire. Nous vous souhaitons de rester, de faire attention à vous, à vos proches. Nous allons continuer à garder ce lien social avec notre équipe des Français du Texas et du Sud-Ouest. N'hésitez jamais à nous contacter pour quoi que ce soit. Nous sommes à votre disposition. Bonne journée à chacune et chacun et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.